Comment l'islam radical opère son infiltration en France? L'extrême habilité de ces organisations qui gravitent autour des frères musulmans, c'est d'avoir, premièrement, des mosquées qui ont pignon sur rue, des grandes mosquées liées aux politiques, où les imams de ces mosquées, d'ailleurs, font un peu oublier qu'ils sont frères musulmans tout en étant frères musulmans. Ça, c'est le premier niveau. Des mosquées tout à fait grandes, reconnues, qui sont liées au Conseil français du culte musulman, qui rencontrent les politiques et les institutions. Deuxième niveau, un peu moins institutionnel, des écoles privées où l'on enseigne une vision séparatiste de la société, avec des femmes couvertes dès le jeune âge, et on apprend la charia. Et troisième niveau encore plus radical, et encore moins contrôlé par l'État, c'est des associations soi-disant sportives, culturelles, soutien scolaire, éducatives, religieuses ou cours d'arabe qui en fait utilisent la loi française de défiscalisation et de liberté d'association, souvent d'ailleurs des associations aidées par des fonds publics dans les mairies de gauche surtout. Et ce troisième niveau est totalement incontrôlable parce que c'est là qu'on a des gens qui vont utiliser une association culturelle pour en fait délivrer un message religieux, intégriste. Et donc voilà, ça s'articule avec ces trois niveaux. Pouvez-vous décrire ce processus d'infiltration? La conquête par l'infiltration. Alors, par exemple, dans une mosquée, des salafistes ou des frères musulmans qui trouvent une mosquée un peu trop modérée, ils commencent par l'investir, ils prennent place, ils forment des groupes, ils interpellent les imams et souvent, ils finissent par prendre le contrôle de petites mosquées par, au départ, une stratégie par étapes, d'infiltration progressive par étapes. Les clubs de sport, c'est pareil. On entre dans un club de sport. Et quand on est un musulman un peu déraciné, comme beaucoup d'immigrés qui ne connaissent pas trop les textes sacrés, quelqu'un qui est assez bien formé, qui est intelligent, qui est charismatique, en plus c'est bien s'il est un peu fort physiquement, il entre dans un club de sport, un club de boxe ou de foot, et petit à petit, il va montrer l'exemple, il va dire « moi je suis barbu, moi je ne mange pas à telle heure, moi je fais le ramadan, moi je suis comme ça, moi je ne me marierai jamais avec une chrétienne, etc. » Et il culpabilise, au début c'est pas violent, il culpabilise le musulman qui lui ne pratique pas, mange pendant le ramadan, ne va pas à la mosquée le vendredi. C'est pareil pour le voile. Les femmes qui se voilent, elles finissent par convaincre d'autres femmes de se voiler, puisque l'idée c'est que la femme non voilée est une prostituée ou une mécréante. Et on a beaucoup observé dans les quartiers des femmes qui ont fini par adopter le voile, absolument pas par conviction, mais elles n'étaient pas obligées non plus, c'était par mimétisme. Donc moi je dirais le mot-clé, le mimétisme. Comment comprendre les différents courants de l'islam radical? Pour les auditeurs, il faut savoir que les frères musulmans et les salafistes se réfèrent au courant le plus dur de l'islam officiel, le courant hanbalite. Et ce n'est pas un courant en dehors de l'islam, c'est le courant en vigueur en Arabie Saoudite, au Qatar, c'est le courant des lieux saints de l'islam. Donc, quand on nous dit que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est faux. Et c'est pour ça que ces organisations, fréristes ou salafistes, sont en toute liberté. Parce qu'elles disent « nous ne sommes pas des voyous ou des sectes, nous sommes liés à l'islam officiel d'Arabie Saoudite ». Il est très difficile de les interdire, sinon on entre en conflit avec les lieux saints d'une grande religion. Et c'est pour ça que nos hommes politiques n'ont pas le courage d'exiger un islam réformé compatible à nos valeurs et ils laissent faire des prédicateurs liés aux frères musulmans, au Pakistan, à la Turquie d'Erdogan ou à l'Arabie Saoudite qui tous, ces quatre pôles, prêchent un islam anti-occidental, très anti-juif, antisémite, anti-israélien, anti-chrétien et bien sûr anti-athée. Comment combattre les réseaux islamistes sur le territoire? Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? À mon avis, pas grand-chose. Des juges me disaient récemment que dans le droit français, il est presque impossible d'interdire quelqu'un de penser quelque chose. Tant qu'il n'a pas clairement appelé au meurtre lui-même, il est très difficile d'interdire la liberté de penser. Les imams frères musulmans ne sont pas assez fous pour dire ce qui va les faire condamner. Souvent, ils jouent entre les mots. Il faudrait pouvoir interdire une organisation parce qu'elle a des liens avec le terrorisme. Et là, on peut le prouver. C'est ce qu'a essayé de faire l'équipe des partis républicains aux États-Unis quand ils ont voulu faire interdire les frères musulmans, pas sous Bush qui était très proche des frères musulmans, mais sous Trump, quoi qu'on pense de Trump. L'idée c'était de faire comme les Émirats arabes unis, interdire les frères musulmans parce qu'ils sont liés au Hamas, une organisation palestinienne djihadiste qui pratique les suicides, kamikazes, etc. Donc on pourrait interdire le salafisme et les frères musulmans parce qu'ils sont structurellement liés, et on peut le prouver, à des organisations djihadistes, mais malheureusement aujourd'hui, cette loi qui permettrait d'interdire toute organisation qui soutient à l'extérieur un mouvement islamiste, on ne l'a pas.